Bonjour tout le monde et merci à tous et chacun qui se sont joints à nous aujourd'hui pour cette séance du programme Excellence Sécurité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Fontaine. Je fais partie de l'équipe des spécialistes chez TETLoud, équipe technique en pré-vente, et nous sommes là pour vous conseiller sur les meilleures solutions à appliquer chez vos clients, dépendamment des scénarios. À partir de ce moment-là, lorsque vous avez des interrogations sur les fonctionnalités ou sur certains produits de disponibles et quels seraient les meilleurs dans certaines situations, eh bien, on est là pour vous répondre, pour vous assister de façon à vous mieux conseiller, d'avoir une meilleure approche et de s'assurer qu'on livre le meilleur produit aux clients. Alors, faisons un petit retour sur la première session. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première session, je vais aller vous déposer un lien où vous êtes en mesure d'aller voir qu'est-ce qui a été couvert pendant cette première session. Juste un petit retour. En gros, on a vraiment couvert tout ce qui était au niveau de la gestion de l'identité et des accès au niveau de Entra, que ce soit au niveau des accès conditionnels, on parlait de MFA, on parlait des différentes fonctionnalités qu'on retrouve à l'intérieur de Entra, dépendamment de quel niveau de licence qu'on a. Alors, c'est sûr que on est en mesure à ce moment-là d'utiliser différents mécanismes qui nous sont rendus disponibles. Aujourd'hui, on va parler de protection des données. On va aller voir quels sont les mécanismes qui sont disponibles chez Microsoft pour nous aider à venir protéger les données. On va regarder aussi le côté protection des menaces. On va regarder les différents, encore là, solutions qui sont disponibles chez Microsoft qui viennent nous aider contre la protection des menaces pour venir se protéger contre ces attaques-là. C'est sûr que tout cela aujourd'hui, ainsi que la première session, gravitait autour du fait qu'on veut consolider nos solutions. Et on va discuter un petit peu encore aujourd'hui qu'est-ce que c'est la consolidation de solutions ou la gestion centralisée de notre sécurité. On va aussi regarder qu'est-ce qui est disponible récemment avec Microsoft au niveau de différents mécanismes qui sont disponibles maintenant, qu'on peut intégrer comme complément à des licences existantes, nous permettant d'augmenter justement notre niveau de sécurité. Et par la suite, on va finir avec les prochaines étapes pour ceux qui seraient intéressés à poursuivre une discussion sur la sécurité avec moi. Alors, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que c'est Purview. Purview qui est vraiment notre gestionnaire de conformité, notre gestionnaire de protection et de gestion de l'information à l'intérieur du centre admin 365 de Microsoft. Alors, Purview, c'est quoi? Purview, c'est un regroupement de solutions compréhensibles qui sont là pour venir nous aider à sécuriser et gouverner, venir gérer, protéger nos données. Alors, on va parler de sécurité des données. On a aussi l'onglet gouvernance des données et on va vraiment se focuser aujourd'hui aussi sur le côté risque et conformité au niveau des données. Alors, on sait maintenant de nos jours que les incidents de sécurité peuvent arriver n'importe quand à partir de n'importe quel endroit. Sachant que maintenant, les gens ne sont plus seulement obligatoirement au bureau, mais les gens aussi travaillent sur la route, travaillent à partir de la maison. Et puis, il y en a qui sont en télétravail à 100% du temps. Alors, à ce moment-là, on se retrouve dans des scénarios où devient difficile euh, à contrôler de quelle façon, qui a accès à quelle information ou de quelle façon cette information-là est accédée et propagée par la suite. Alors, on va regarder justement à travers les différentes solutions de protection des données de Microsoft qui sont disponibles à l'intérieur de l'ombrelle de Purview, de quelle façon on est en mesure de venir pallier à ces situations-là. Alors, d'emblée, il faut s'assurer d'identifier si on veut protéger nos données sensibles. Mais pour ce faire, il faut tout de même connaître
quelles sont nos informations, où sont les informations et quels sont les canaux de communication, de quelle façon cette information-là peut être exfiltrée ou communiquée à d'autres gens. Et souvent, oui, la communication ou le partage est légitime, mais il y a dans d'autres situations où ce ne l'est pas. Alors, quelqu'un pourrait, de façon volontaire, exfiltrer, envoyer des données secrètes à l'extérieur de l'entreprise. Alors, on va voir de quelle façon on est en mesure de venir pallier à ces difficultés-là. Et les solutions de chez Microsoft vraiment nous permettent de venir protéger nos données, que ce soit à l'intérieur de tout ce qui est Dynamics, Power BI, Fabrics, SharePoint, Teams, Exchange. On est vraiment capable de venir contrôler ces avenues-là ou ces endroits-là où résident des informations, où se trouvent les informations et où on est en mesure d'utiliser ces plateformes-là justement pour en faire un partage. Aussi, cette protection-là, on est même capable de l'étendre à des plateformes externes à 365 de Microsoft. Et on va voir ici, on montre Defender for Cloud Apps. On va voir un petit peu plus tard dans la présentation, lors de la protection des menaces, qu'est-ce que c'est Defender for Cloud Apps et qu'est-ce qu'on peut faire avec Defender for Cloud Apps. On va regarder aussi qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des systèmes on-prem, des systèmes sur site, de quelle façon on est en mesure de venir protéger aussi l'information. Et on parle aussi d'une approche multi-cloud. Alors, c'est sûr qu'on est toujours en mesure d'aller étendre cette protection-là à d'autres endroits où se trouvent nos informations. Alors, pour ce faire, il faut identifier nos informations si on veut contrôler de quelle façon cette information-là est utilisée ou de quelle façon les gens peuvent se comporter avec cette information-là. Alors, pour ce faire, on utilise les étiquettes de confidentialité. Et de quelle façon on utilise ça? Ben, c'est à travers Information Protection de Purview. Information Protection de Purview, c'est ce système-là qui vient, on dit chiffrer les données, mais dans les faits, on ne vient pas purement chiffrer la donnée. C'est qu'on vient contrôler l'accès à la donnée avec une clé de chiffrement. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient ajouter des métadonnées au fichier et ces métadonnées-là sont regroupées à l'intérieur du document ou attachées au document en forme de métadonnées. Mais c'est ça qui vient déterminer qui a le droit d'accéder aux données et qui a le droit de faire quoi avec cette donnée-là. Alors, c'est sûr que, par exemple, souvent, on va parler qu'on est en mesure de venir appliquer une étiquette de sensibilité ou de confidentialité à notre donnée, et ça pourrait être une étiquette publique. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire? On est capable de venir appliquer un filigrane à l'intérieur du document. On est capable, ou, si on veut, venir appliquer une bannière en haut d'un document, de sorte que lorsque quelqu'un accède à ce document-là, la personne est consciente de quelle est l'information qui est contenue à l'intérieur et de même est aussi conscient ou consciente de quelle façon elle peut utiliser ou partager cette information-là. Alors, ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là, lorsque c'est une information qu'on dit publique, alors à partir de ce moment-là, on peut tout simplement décider de ne exiger ou de ne d'implanter aucun contrôle au niveau du partage ou d'utilisation de la donnée. On pourrait aussi les étiqueter de façon générale. Par contre, lorsqu'on commence à parler de confidentiel ou d'informations restreintes, c'est à ce moment-là qu'on est capable de venir appliquer des stratégies de perte de données, contre la perte de données. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est des stratégies où on est en mesure de venir contrôler justement qui a le droit de faire quoi, quand, où et comment. Alors, à partir de ce moment-là, on est capable de déterminer que si c'est on va prendre par exemple la donnée confidentielle, on pourrait dire que si c'est une donnée confidentielle, ben moi, je ne permets pas qu'aucune donnée qui est étiquetée, qui est identifiée comme confidentielle, je ne permets pas que des données de ce type-là soit envoyé par courriel. Alors, à ce moment-là, je suis capable justement de venir restreindre ce type d'accès-là ou ce type de comportement-là envers ces données-là. Alors, regardons un petit scénario justement où un employé a accès à des données sensibles, n'en prend une copie sur une clé USB personnelle, mais par la suite, l'employé quitte
la compagnie et à ce moment-là, le document se retrouve tout de même sur la clé USB ou on va dire le disque ou là où l'information a été sauvegardée. Et la personne, même si la personne a quitté l'organisation, la personne est tout de même capable d'accéder au document. Il faudrait penser aussi à nos bons vieux serveurs de fichiers avec nos droits NTFS. Oui, on était capable de contrôler l'accès à ces documents-là à partir du moment où la personne accédait aux documents à partir du serveur de fichiers local à cause des droits qui étaient gérés à l'intérieur du partage. Mais on avait le même phénomène, c'était le même scénario lorsque la personne prenait une copie du document et elle quittait avec, on perdait tout contrôle. Mais maintenant, avec Information Protection et nos étiquettes de confidentialité, ce qu'on est en mesure de faire, c'est justement venir appliquer cette étiquette-là de confidentialité sur le document. Là, on ne parle pas de questions de partage ou d'exfiltration. Bien, on parle d'exfiltration, oui, là, dans le sens, c'était pas dans le sens de mon exemple tout à l'heure où on l'envoyait par courriel, mais on pourrait regarder ça encore dans le sens d'exfiltration, car la personne a quitté la compagnie et a toujours un document de la compagnie en sa possession. Mais qu'est-ce qui arrive avec Information Protection et avec notre chiffrement, justement, des clés de chiffrement qui viennent nous donner cette protection-là? C'est eux qui viennent contrôler l'accès au document et qu'est-ce qui peut être fait avec le document. Alors, à partir du moment où la personne quitte l'emploi, quitte l'organisation, son compte 365 est suspendu et à partir de ce moment-là, la personne n'est plus en mesure d'accéder au document. Car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand la personne y avait accès au travail, elle ne s'en rendait pas compte, mais il y avait cette protection-là tout de même qui était en place. Alors, qu'est-ce qui arrivait lorsque la personne voulait accéder au document? On lui demandait de s'authentifier envers le gestionnaire d'identité qui est Entra-ID. Mais c'était transparent à cause que la personne était déjà identifiée, on va dire, était déjà connectée dans l'environnement Microsoft 365. Mais là, la personne a quitté l'organisation. Et même lorsque la personne faisait partie de l'organisation, lorsqu'elle était à la maison, disons, et elle essayait d'accéder à ce document-là sur son ordinateur personnel, elle y était tout de même capable, mais il fallait qu'elle s'identifie, par contre, cette fois-là, de façon explicite avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. Mais là, maintenant que la personne a quitté, la personne n'est plus en mesure de s'authentifier, alors n'est plus en mesure d'accéder à l'information à l'intérieur du document. On va regarder justement, là, j'ai volé le punch un petit peu, là, les Data Loss Prevention, justement nos stratégies contre la perte de données. Alors justement, Purview, c'est notre gestionnaire à ce niveau-là, au niveau des stratégies contre les pertes de données. Alors je mentionnais tout à l'heure, oui, c'est vrai que de base, on pense toujours à quelqu'un qui accède à des données qui sont dans le cloud. Oui, c'est vrai. Mais dans les faits aussi, il ne faut pas oublier les données qui existent aussi sur les postes, qu'on est en mesure aussi de venir contrôler ou de venir effacer. On s'en souviendra. Dans la première séance, on a parlé justement de Intune, mais Purview aussi est en mesure de venir protéger aussi. Lui-même a d'autres mécanismes qu'on est capable d'utiliser pour venir protéger les informations sur les postes de travail, sur les appareils. Alors, on est aussi en mesure de venir brancher d'autres sources de données à ça, de façon à ce qu'on est capable de justement venir étendre cette protection-là. Et on est même capable de venir l'étendre, cette protection-là, avec Information Protection au niveau de nos clés de chiffrement, la protection où on contrôle l'accès à ces documents-là et les données qui sont contenues à l'intérieur. Ben, on est capable de venir aussi protéger nos serveurs de fichiers qui sont on-prem avec Information Protection Scanner. Alors, c'est un autre produit qui est disponible à l'intérieur de l'ombrelle de Purview qui nous permet justement de venir protéger de même façon les documents qui sont dans le cloud, mais aussi on est capable de venir protéger ces documents-là qui existent on-prem. Alors ici, on a justement notre portrait au niveau de la classification des données. Alors, une fois qu'on a appliqué nos étiquettes de confidentialité, on est en mesure de venir voir quel type de données sont à l'intérieur, euh, quelles sont les données qui sont accédées, qui sont utilisées, que les gens manipulent à l'intérieur de l'organisation.
On va regarder aussi le côté gestion des risques internes ou insider risk management. Alors, il faut se souvenir aussi que tout à l'heure, on parlait justement de quelqu'un qui était à l'intérieur de l'organisation. C'est que souvent, on va penser que les menaces viennent de l'externe, que le potentiel de risque au niveau de l'exfiltration des données vient de l'externe, à cause qu'on pense toujours à protéger les portes externes ou on a toujours en tête notre bon vieux pare-feu. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se peut que ça soit quelqu'un à l'intérieur de l'organisation qui essaie d'accéder à ces données-là ou qui essaie de partager ces données-là. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, ici, on a un peu cette, c'est ce portrait-là, si on veut, d'un coffre-fort. Alors, ici, dans ce cas-là, souvent, justement, on pense à quelqu'un de l'externe qui accède, mettons, ou à l'intérieur d'un virus ou d'un malware, à accéder à de l'information qui est à l'intérieur de l'organisation. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que la menace, ça peut être quelqu'un qui est déjà à l'intérieur de l'organisation. Alors, si on est en mesure de venir contrôler qui a accès à l'information, mais encore plus loin, qui a droit de faire quoi avec cette information-là, à partir de quelle plateforme et de quelle façon ils ont droit de la partager, bien, à partir de ce moment-là, on vient d'augmenter notre protection. Alors, non seulement on se protège des menaces externes, mais on se protège aussi des menaces internes. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser avec ça? C'est que Purview, justement, avec Insider Risk Management, est capable justement de venir nous offrir, nous donne cette protection-là, peu importe où sont nos données, qu'elles soient dans le cloud, qu'elles soient dans d'autres plateformes, qu'elles soient accédées par d'autres applications autres que les applications 365. Et comme je mentionnais, on est même capable d'étendre cette protection-là sur les réseaux, le réseau local, sur notre serveur de fichiers local avec un Information Protection Scanner de Purview. On va regarder maintenant le côté, justement, encore pour réduire le risque, mais le côté conformité. Souvent, les gens pensent pas toujours au côté conformité, on va dire, là. C'est que ce qu'il faut penser à ça, c'est que à l'intérieur de Purview, il y a justement un gestionnaire de conformité. Alors, c'est quoi la conformité? Bien, la conformité, dans un sens, c'est qu'est-ce que nous, on décide qui est conforme comme information à l'intérieur de notre organisation. Alors, c'est nous qui décidons justement de, de, de quelle façon ou à quel niveau on choisit de rendre nos informations conformes. Alors, à partir de ce moment-là, avec Purview, on voit aussi une petite démo, là, comment on ferait pour venir appliquer un cadre de conformité sur nos informations. Parce qu'il existe déjà justement des gabarits préconçus, prémontés chez Microsoft qui nous permettent justement euh, de venir gouverner nos données, là, de venir établir ce cadre de gouvernance, justement, là, de conformité sur nos données. Et à partir de ce moment-là, Purview est en mesure de nous dire, venir voir tous nos données, tous les répertoriés, et de nous dire si finalement on est vraiment conforme ou non au cadre légal ou au cadre de conformité qu'on a choisi. Alors, c'est vraiment important, ça, dépendamment des secteurs d'activité des clients. Il y en a qui peuvent être régis par des ordres professionnels, des regroupements dont lesquels ils font partie. Et à ce moment-là, il se peut qu'il y ait des exigences justement de conformité où les données doivent être conformes. La conformité, par contre, c'est large, là. On s'entend, là. Ça peut être à partir de qui a le droit d'accéder à telle donnée, quel est l'âge des données, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec les données, de quelle façon les données sont radiées ou de quelle façon les données sont préservées à long terme aussi, là. Fait que c'est vraiment large ce cadre-là, mais Purview est en mesure justement de venir nous assister dans cette approche-là. Alors, on nous montre un petit peu ici, là, bon, comment le compliance score, là, combien notre score de conformité est calculé avec Microsoft. C'est sûr qu'il y a une partie du score qui est mandatory, qui est obligatoire, et il y a une autre partie qui vient d'une portion discrétionnaire. C'est sûr qu'à ce moment-là, on,
On veut être vraiment préventif dans le sens que la raison pourquoi on a choisi, ou souvent on est obligé, de se conformer justement là, à ces règles-là, mais c'est parce qu'on veut justement prévenir l'infiltration ou la fuite des données ou prévenir de quelle façon les données sont traitées, utilisées, gardées, radiées à l'intérieur de l'organisation. Alors ici, on parle un petit peu du détective. Ben, c'est justement ça que tout à l'heure, notre dashboard nous montrait un peu qu'est-ce qui se passe avec les données. Et c'est lui finalement qui fait le détective et qui nous émet des correctifs, des corrections qu'on peut appliquer justement sur nos données pour se rendre conforme à ce niveau-là. Alors, encore à l'intérieur de Purview, le mécanisme de e-discovery. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire, e-discovery? Ça nous permet d'identifier, on parle de delivering electronic stored information ou de livrer l'information électronique, mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail dans les faits, là, qu'est-ce que ça représente. Ici, on voit vraiment là, cette approche-là traditionnelle au niveau de la collecte, du filtration des données. Par la suite, tous les traitements qu'on fait, mais souvent, les traitements, on les fait à répétition. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces données-là lorsqu'on recherche des données? Bien, eDiscovery nous permet justement que on lui demande à lui d'aller rechercher les données. C'est que souvent, la raison derrière ça, c'est qu'on va l'utiliser dans un cadre légal, dans un cas de litige, si on veut. Advenons le cas où un employé aurait transmis une information ou dit quelque chose, mettons, à un client et ça a amené à un cas de litige. Bon, là, l'employé se sent responsable et fautif dans ce cas-là. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, l'employé pourrait décider, si on veut, mettons, d'effacer des courriels, de radier certaines informations. Alors, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire avec eDiscovery? C'est qu'on est en mesure d'aller rechercher, au tout début, on va s'entendre là, de l'événement, là, lorsqu'un un événement de ce genre-là, où on peut euh, déterminer ou penser que ça pourrait mener à un cas de litige, c'est qu'on peut se servir justement de eDiscovery et on utilise cet outil-là pour aller faire une recherche de tous les documents relatifs à cet incident-là, à cet événement-là. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on fait, eDiscovery prend une copie des données, vient mettre ça à un autre endroit qu'on appelle le litigation hold, et à partir de ce moment là, justement, les données sont retenues pour des fins de litige. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un cas, un case, et on applique des permissions là-dessus. On décide qui a le droit de venir voir les informations contenues à l'intérieur de ce potentiel cas de litige-là et qui a le droit de faire quoi avec les données qui sont retenues à l'intérieur de ce cas de litige-là. Alors ici, on voit, parce que eDiscovery vient en deux formats, si on veut, là, vient en format standard et en format premium. Alors, dépendamment de quelle option ou jusqu'à quel point on veut utiliser cet outil-là, ben, à partir de ce moment-là, c'est à nous de décider jusqu'où sont le besoin ou les désirs d'utiliser l'outil, jusqu'à quelle fin. Et comme d'habitude, ben, c'est toujours votre client ou bien vous lui assistez pour être en mesure de déterminer quels sont ses besoins réels et quelle version de l'outil viendrait lui rendre service le mieux. Compliance, mécanisme très intéressant dans le fait qu'on est en mesure de venir contrôler ou observer plutôt, là, j'aime mieux le mot observer que contrôler, dans un sens, c'est qu'on est en mesure de venir voir quel genre quel genre de discours ou de éliminer plus quel genre de discours ou un certain genre de discours qu'on ne voudrait pas permettre à l'intérieur de l'organisation. Dans le sens que
Moi, je ne veux pas que mes employés parlent d'informations confidentielles. Je ne veux pas qu'ils parlent aucunement de tout ce qui est de cadre régulatoire dans les canaux de communication traditionnels, mettons que ce soit par courriel ou par Teams. Je ne veux pas qu'il y ait aucun langage obscène ou de profanité ou de contenu adulte. Je ne veux pas qu'il y ait que personne ne se sente harcelé ou discriminé. Alors, à partir de ce moment-là, avec Compliance dans Purview, on est en mesure de venir établir un cadre de qu'est-ce qu'on permet ou qu'est-ce qu'on ne veut pas permettre plutôt à l'intérieur de l'organisation. Alors, comme ça mentionne ici, il y a déjà des playbooks, dans le sens qu'il y a déjà ces gabarits-là qui sont déjà créés d'avance et on est capable de les appliquer justement dans Teams, dans Exchange et même à la limite sur des applications tierces de communication aussi. Et on est en mesure de venir voir, bon, on est encore là, on a un nouveau dashboard, une nouvelle place où on est capable d'aller voir euh, qui a dit quoi ou de quelle façon les communications se déroulent. Mais dans les faits, on n'est pas vraiment capable de savoir qui a fait quoi, dans le sens que le rôle à qui la personne à qui on a donné ce rôle-là, par défaut, ça prend des rôles additionnels pour venir voir. Parce que par défaut, on dit que tout est pseudonymisé, dans le sens qu'on ne voit pas aucun nom d'aucune personne. On ne sait pas qui a communiqué avec qui, parce qu'on n'est pas, on est à ce moment-là, on est plus préoccupé par le contenu que par qui aurait communiqué ça. Par la suite, par contre, si on choisit d'investiguer, à partir de ce moment-là, il faut donner les rôles adéquats à une personne ou aux personnes qui vont être en mesure de venir gérer ce genre d'événement-là. Alors, eux, à partir de ce moment-là, eux sont en mesure de venir voir dans les faits qui aurait participé à ce genre de communication-là que nous, on préconisait qu'on ne voulait pas avoir à l'intérieur de notre organisation. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, on a vraiment ces gabarits-là, les templates qui sont déjà disponibles, déjà créés à l'intérieur de Purview, qui sont disponibles. Et à la limite aussi, comme on mentionnait, on est capable de venir détecter des mots, qu'est-ce qui n'est pas approprié, mais même dans les images, parce qu'on est même capable de faire du OCR. Alors, on est même capable de venir lire du texte à l'intérieur d'images dans le sens que même si ça ne serait pas nécessairement un cas où quelqu'un aurait entré, mettons, une phrase ou un mot, ou aurait tapé au niveau du clavier en clavardant avec quelqu'un d'autre un mot, mais aurait aussi inséré, mettons, ces mots-là ou une phrase qui était offensive, mais qui faisait partie d'une image, mais à ce moment-là, on est capable tout de même de venir reconnaître qu'est-ce qui est contenu à l'intérieur de ça. On parle aussi de classifiers, on parle aussi de keywords. Alors, ce qu'on est capable de faire, on est capable de venir se monter un dictionnaire de mots-clés, des mots que nous, on juge qu'on ne permet pas à l'intérieur de notre organisation. Alors, on est capable justement de venir bâtir ce dictionnaire de mots-là, des choses qui sont pas, si on veut, on pourrait dire, qui n'ont pas été captés par ces fils de communication-là, ben, à partir de ce moment-là, on est tout de même capable de venir bâtir notre propre dictionnaire. On a aussi les classifiers, encore là. On pourrait entraîner, mettons, à partir de conversations passées, de venir éduquer ou créer un autre filtre manuellement, justement, avec les classifiers où on est capable de venir justement créer nos propres gabarits aussi que nous, on voudrait appliquer dans ces cas-là. Et comme on mentionne ici, là, tout à l'heure, j'ai vraiment focusé, j'ai parlé beaucoup d'une situation à l'interne, mais dans les faits, on est même capable de contrôler qu'est-ce qui entre ou sort comme dans les communications au niveau de ces filtres-là aussi. On va regarder Information Barriers de Purview. Ça, c'est très intéressant, ça. C'est qu'on est même capable aussi de venir décider. Disons qu'on a des départements de RH, département recherche, département finance. Je serais à la limite, à la mesure même de venir contrôler, encore une fois, à l'interne,
qui a le droit de transmettre quelle information à quelqu'un d'autre. Alors, ce que je fais à ce moment-là, je, ma barrière, c'est quoi? Ma barrière, ben, c'est un groupe d'usagers. Comme je mentionnais tout à l'heure, mettons mon groupe d'usagers des ressources humaines. Alors, moi, je pourrais décider que, pour une raison X, les ressources humaines n'ont seulement le droit de communiquer certains types d'informations, seulement qu'avec d'autres employés des ressources humaines. Ou ça pourrait être, mettons, le département de recherche. Eux, le département de recherche, là, par précaution, là, dans aucun cas, ils n'ont jamais le droit, si on va dire, d'utiliser une certaine plateforme pour communiquer des informations à d'autres groupes autres que les membres qui font partie du même groupe que eux. Alors, l'idée à l'intérieur de ça, c'est justement encore un. Parce qu'on parle toujours d'exfiltration de données ou de communication ou d'informations qu'on ne veut pas transmettre. C'est souvent qu'à date, on s'est focusé justement sur l'exfiltration, mais toujours vu euh, plus de l'intérieur vers l'extérieur, style par courriel ou par SharePoint ou par Teams à la limite. Mais on est même capable de venir s'offrir, se donner cette protection-là, même à l'interne dans le sens que je suis capable de venir restreindre justement qui a le droit de transmettre quoi d'un groupe à un autre. Alors ici, même qu'on dit que je pourrais même restreindre un usager de clavarder avec un autre usager d'un autre groupe, même à la limite aussi, là. Fait qu'on est vraiment capable de venir contrôler. Si on veut vraiment venir cloisonner, là, monter des cloisons, là, finalement, c'est un peu ça, l'information barriers, là. Je viens monter des barrières style physique entre justement ces départements-là où je ne permets pas, à la limite, là, à la limite externe, extrême plutôt, que des gens communiquent avec d'autres gens de d'autres équipes. Alors, c'est ça que on est, comme je mentionnais tout à l'heure, on est même capable de l'appliquer dans Teams parce qu'on ne se le cachera pas. Justement, l'idée derrière Teams et aussi derrière l'idée SharePoint OneDrive, c'est que on veut encourager le partage, mais par contre, certain sens, faut contrôler ce partage-là ou contrôler, on peut dire, même à la limite, les excès de partage. Parce qu'encore là, on revient toujours à notre notion d'exfiltration de données. J'ai des données précieuses, j'ai des données privées, des données confidentielles ou des données d'entreprise, de l'intelligence que j'ai accumulée au travers des années. Et c'est ça qui me distingue de la compétition, de mon compétiteur. Alors, je voudrais à la limite être en mesure d'essayer de garder mes données à l'interne. Je ne veux pas que mon compétiteur sache, mettons, de quelle façon je m'y prends pour régler telle situation ou quel procédé j'utilise au niveau manufacturier pour produire certains de mes produits. Alors, c'est ça l'idée derrière ça, comme je mentionnais, mais à la limite, l'idée de vraiment d'information barriers, c'est justement de venir protéger à l'interne même cette communication-là, là, ultimement, entre les différents départements. On va regarder avec Purview, Data Lifecycle Management ou le cycle ou la gestion du cycle de vie des données. Ça, je vous dirais, c'est très intéressant, surtout dans le contexte de copilote. Alors, on ne se le cachera pas. Data hoarding is a new threat. Là, c'est, on a créé dessus des données, on en veut des données, on aime ça, on a un stock des données à pu finir. Mais justement, une étude à partir de cet organisme-là nous dit que 69% est du rot, redundant, obsolete et trivial. C'est de l'information redondante, obsolète ou trivial. C'est trivial dans le sens que, regarde, c'est pas important, là, c'était une note que j'avais prise, mettons, pendant un meeting ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment banal ou super général, puis j'avais créé un document où c'est obsolète dans le sens que, regarde, on ne fait plus ça aujourd'hui, c'était des vieux procédés, puis on n'a vraiment pas besoin de regarder ça. Ça n'a plus aucun rapport. C'est plus relatif ou redondant dans le sens que souvent, on va se retrouver avec plusieurs copies du même document qui contiennent la même information. Alors, à partir de ce moment-là, c'est là que ça devient important justement de contrôler ce cycle de vie-là ou à la limite, combien de copies j'ai de ces documents-là parce qu'on ne se le cachera pas.
À chaque fois qu'il y a une copie de ce document-là, comme on voyait tout à l'heure avec nos cloisons, Information Barrier, si tout le monde sont capables de s'envoyer ou d'avoir des copies du même document, c'est pas à cause que j'ai radié l'original que ce document-là ou les données contenues à l'intérieur sont vraiment disparues de l'organisation, ou même à la limite, si j'utilise Copilote et 10 employés, mettons, ont accès au même document. Et ce document-là, non seulement il est redondant parce que tout le monde l'a, mais à l'intérieur, l'information est obsolète. Ben, peu importe à qui je demande de me produire un rapport, mettons, sur tel sujet, on ne s'en le cachera pas. Copilote est lancé en étant l'usager lui-même ou elle-même. Si cette personne-là a accès aux informations, Copilote a accès aux informations. Copilote va nous fournir un résultat avec des données qui sont obsolètes. Alors, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, assurez-vous d'avoir les données les plus courantes, les plus pertinentes. Et encore là, à la limite, pour éliminer le risque, le moindre de copies possible aussi. Alors, tout à l'heure, on parlait de e-discovery. We make one content of copy for e-discovery. On a fait un autre pour la supervision. On a fait un autre pour la gestion des documents. C'est parce que là, à un moment donné, là, le problème, c'est qu'encore là, on se retrouve avec de multiples copies du même document. On mentionnait dans le chat, ça me disait, et ici même, c'est au niveau de copilote. Oui, c'est ça, parce que l'employé ne réalise peut-être pas justement qu'il a accès à une information. Fait que là, on va déborder un petit peu, on va parler, mettons, SharePoint. Parce que par défaut, quand on crée un site SharePoint, c'est le groupe tous les utilisateurs par défaut qui ont accès. Et les permissions découlent du haut vers le bas. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à partir de ce moment-là, si quelqu'un a accès à ce site-là et toutes les informations à l'intérieur du site, ben, tout le monde a accès à toutes les informations. À partir de ce moment-là, si quelqu'un lance une recherche, ben, Copilote va aller fouiller, va aller regarder pour tout contenu relatif à sa demande. Alors, l'idée derrière ça, c'est que la personne ne savait pas traditionnellement qu'elle avait accès à cette information-là parce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire le tour de chaque site SharePoint, de chaque librairie SharePoint, de chaque répertoire à l'intérieur de chaque librairie SharePoint en mesure de faire et en mesure d'aller regarder parce que aussitôt qu'on active Copilote, toutes nos informations sont répertoriées dans le LLM, dans le Large Language Model, dans le graphe de Microsoft, justement pour rendre la vie facile à Copilote, pour que Copilote soit en mesure rapidement de venir extraire les informations relatives à la demande. Alors, c'est pour ça que c'est important de monter une bonne structure de SharePoint. Mais encore là, pas nécessairement à cause de Copilote. Comme je disais, cette réalité-là a toujours existé. Elle existe encore, elle existait hier. Qu'il faut vraiment être conscient qu'il faut vraiment limiter les accès. On avait plus le réflexe, je vous disais tout à l'heure, je mentionnais les serveurs de fichiers on-prem. On avait plus ce réflexe-là traditionnellement à cause des partages, justement, à cause des permissions NTFS. On réglait nos permissions au niveau du partage, mais on réglait aussi les permissions au niveau du répertoire de tête ou des sous-répertoires au niveau NTFS. Mais à un moment donné, on a comme je sais pas, là, c'est devenu un petit peu plus flou. On a oublié un petit peu où on est moins rudimentaire dans notre approche, on est moins strict. On a décidé de prendre, en tout cas, on disait l'avenue la plus facile, mais on ne se le cachera pas. L'idée derrière SharePoint d'emblée, là, c'est de rendre le partage facile, c'est de rendre l'accès facile. Puis c'est justement pour permettre aux usagers d'être capables de eux-mêmes faire du partage directement à partir de l'information, chose qu'on n'était pas capable de faire traditionnellement avec nos fichiers de serveur local. Alors, justement, comme on parlait au niveau du Data Lifecycle Management, l'idée derrière ça, c'est justement, c'est de gérer le risque et jusqu'à quel niveau on est redevable justement à cause de cette information-là, mais redevable dans le sens que redevable à l'interne, on va dire d'emblée, justement, parce que pourquoi avoir plusieurs copies d'un même document? La problématique là-dessus, c'est que
est-ce que c'est vraiment nécessaire pour tout le monde d'avoir chacun et chacune sa copie du même document? C'était pas ça le but originalement, non, avec nos serveurs de fichiers, où ce qu'on disait aux gens, ben, toi, tu as le droit d'accéder aux fichiers à partir de là. Mais encore là, on n'avait pas de mécanisme dans ce temps-là pour les prévenir d'en faire des copies ou de contrôler l'accès après que le document ait quitté. Mais c'est encore la même réalité de base, on va dire, avec SharePoint. On a encore cette réalité-là que si quelqu'un a le droit d'accéder aux documents ou a le droit de créer des documents ou de modifier des documents, ben forcément, la majorité du temps, on lui laisse aussi la possibilité d'en faire des copies ou de les partager. Alors, à partir de ce moment-là, on a encore cette problématique-là. Alors, c'est de là, comme on voyait au tout début avec Information Protection, nos étiquettes de confidentialité, où ce qu'on vient décider de quelle façon les informations sont utilisées ou de quelle façon les informations sont partagées par qui et comment. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, cette conformité-là, oui, on en prend conscience à l'intérieur de nos documents ou à l'intérieur de l'écosphère 365, mais à la limite, on est capable aussi de venir connecter ce gestionnaire-là de conformité ici, là, dans 365, justement. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir évaluer justement le cycle de vie des données, de quelle façon les données sont gérées par Records Management. On va le voir tout à l'heure un petit peu c'est quoi ça. On parlait tout à l'heure de Information Protection, justement, notre, euh, notre chiffrement de données, nos métadonnées, de quelle façon on vient contrôler l'accès aux données, justement notre gestionnaire de conformité, et par la suite, ça, on l'a déjà vu, Insider Risk Management, les menaces qui viennent de l'intérieur. On a déjà vu Advanced e-Discovery ou Standard e-Discovery, mais on a vu le principe de e-Discovery, et on a vu aussi Communication Compliance. Alors, c'est ça qu'à l'intérieur du Compliance Manager, comme au tout début j'ai démontré, c'est que ce gestionnaire-là vient nous donner un portrait au niveau de la conformité de nos données. Mais on est capable aussi de venir peindre ce même portrait-là, mais à partir de données qui n'existent pas chez nous, mais auxquelles on a tout de même accès parce qu'on pourrait avoir des données qu'on héberge ailleurs aussi, autres que dans 365, ou des données qu'on n'héberge pas nécessairement, mais qu'on accède à partir de d'autres endroits. Alors à ce moment-là, on est capable de venir euh, répertorier ce genre d'informations-là ou ces informations-là et est en mesure de déterminer si ces informations-là auxquelles on accède sont justement conformes avec notre cadre à nous qu'on veut respecter. C'est sûr que là, je parlais tout à l'heure justement, est-ce que c'est nécessaire de garder plusieurs copies de ce même document-là? Et on parlait de données obsolètes aussi ou de données triviales. L'idée derrière ça, c'est que si une donnée, après un certain moment, n'est plus utile, elle ne contient plus rien de relatif, ça n'a plus d'importance. Alors, à partir de ce moment-là, ce qu'on peut faire, on peut décider de la radier. Mais avant ce moment-là, par contre, on peut décider de faire des cédules de retention. Alors, c'est quoi une cédule de rétention? Alors, c'est dans un cadre, justement, encore là, de conformité, où on fait partie d'un organisme ou d'une organisation où on dit que, ben moi, là, dans mon secteur d'activité, là, je suis membre de telle affiliation, j'ai reçu mon approbation, mettons, j'ai ma licence de l'ordre pour, euh, pour œuvrer dans ce domaine-là, ben moi, je dois garder mes informations pendant un minimum, mettons, de 5 ans. Alors, ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là, tout à l'heure, on parlait d'étiquettes de confidentialité, mais on peut aussi parler d'étiquettes de rétention. Et à partir de ce moment-là, on est en mesure de venir appliquer des étiquettes de rétention sur nos documents aussi. Et à partir de ce moment-là, on crée des stratégies de rétention. Alors, qu'est-ce que c'est une stratégie de rétention? C'est que justement, ce document-là, quelqu'un peut l'effacer ou peut penser qu'il l'a effacé, mais dans les faits, le document n'est pas effacé. Il y en a une copie qui est retenue dans une voûte en dehors
des accès généraux, on va dire, là, de tout le monde, et il en existe tout de même une copie à cause qu'on lui avait appliqué justement une cédule de rétention. Et par la suite, il ne faut pas oublier qu'il y a une autre étape suite à la cédule de rétention. Cédule de rétention, c'est que scénario A, j'ai décidé qu'il fallait que je garde ce document-là pendant 5 ans. Par la suite, qu'est-ce qui arrive après 5 ans? Ben là, si je dois déterminer qu'est-ce que je fais après ces 5 ans-là. Alors, à partir de ce moment-là, on vient faire des deletion schedules ou des cédules de radiation de documents. Alors, qu'est-ce qui en est fait de ce document-là? Est-ce qu'il est vraiment radié de façon permanente ou il est radié dans le sens que il est étiqueté comme étant avoir été radié et je sais qui l'a radié, à quelle date, quel jour, quelle heure, mais j'en ai encore une copie pour un autre 2 ans ou d'emblée, aussitôt que mes documents arrivent à la fin de leur cédule de rétention, je peux décider carrément qu'ils sont effacés de façon catégorique. Alors, regardons maintenant Records Management, comme je mentionnais tout à l'heure. Records Management, c'est encore une autre approche, style rétention de données, mais pour différentes raisons encore là. Il se peut que vous œuvrez justement dans un secteur où ce que, euh, suite à certaines interactions ou certaines choses qui se passent sur un document ou à l'intérieur d'un document, je dois, mettons, bloquer l'accès ou le barrer. Je ne permets plus qu'il soit modifié à partir de ce point. Excusez-moi, je parlais dans le vide. C'est ça. Records Management, c'est encore cette approche-là où on parle de classification, de rétention et de revue ou de disposer de documents, justement, mais plus dans un cadre, on va dire, comme on mentionnait, légal, ou encore là, dépendamment du secteur d'activité dans lequel je... Il se peut que vous êtes justement dans un cas où vous devez garder tout copie de contrat ou le contrat d'emblée, quand je l'ai créé, on va dire, le contrat, moi, je te donne 10 jours pour remplir le contrat. Tout le monde applique leur signature. Si après 10 jours, il manque des signatures, ben à partir de ce moment-là, je peux dire, moi, je le mets à, je le contrôle à l'intérieur de Records Management ou à l'intérieur de cette gestion de documents-là. Ça, ce que ça fait, c'est que je viens à partir de ce moment-là, après un laps de temps que moi je détermine ou qui était déjà connu à l'avance de la part des participants, je décide qu'à partir de maintenant, à partir du 10e jour ou du 11e jour plutôt, là, je décide que maintenant, plus personne n'a le droit de modifier le document. Je t'avais donné 10 jours pour le signer, mais le 10 jours est passé. Même si tu essayes de le signer, tu ne seras pas en mesure de le faire. Le document n'est plus modifiable et j'en garde même une copie. Et à partir de ce moment-là, encore là, je crée des règles pour déterminer qui a le droit de gérer ce type de document-là et à la limite, qui aurait le droit de radier, de ce, radier ce type de document-là plutôt, ou qui à la limite aurait le droit de rendre à nouveau le document disponible pour qu'il soit modifié. Oui, excusez-moi, vous aviez raison, mon son avait encore coupé, pardonnez-moi. Alors, comme je mentionnais, la gestion de documents Records Management, encore là, ça fait partie justement d'un standard ISO. Alors, l'idée derrière ça, c'est que je dois justement garder une copie de ces documents-là. Peu importe le document, là, tout à l'heure, je parlais d'un contrat, mais ça peut être des reçus, ça peut être des rapports d'entretien, ça peut être même la gestion des documents elles-mêmes, du document elle-même à la limite aussi, là. Fait que l'idée derrière ça, c'est d'avoir des preuves à l'appui. Encore là, dans ce cas-là, c'était pas directement un cas de litige, comme on parlait tout à l'heure avec eDiscovery, mais on s'entend qu'ultimement, euh,
ça pourrait m'offrir une certaine protection aussi dans un cas de litige potentiellement. Puis, c'est vraiment génial, c'est que cette structure-là, justement, s'applique encore là à tout ce qui est au niveau de la collaboration, tout ce qui est fait au niveau de l'accès ou du partage des documents à l'intérieur de la plateforme 365. Fait que l'idée derrière ça, comme on parlait tout à l'heure au début, là, quand j'ai fait le recap, c'est qu'on parlait justement de cette consolidation-là de solutions. Alors, avec Purview, l'idée derrière ça, c'est que c'est vraiment notre gestionnaire de documents, gestionnaire de cycle de vie, gestionnaire de conformité de documents, gestionnaire de gouvernance de documents. Fait que c'est vraiment l'outil qui nous permet quand on est passé le stade là, de protection du document dans le sens que qui a le droit d'y accéder à cause de ses permissions, mais on parle vraiment là, de tout ce qui est fait au niveau de la gestion des documents ou de l'information des documents eux-mêmes. Maintenant, on va sauter dans la section protection des menaces avec les produits Defender. Souvent, les partenaires vont me demander ça coûte combien une licence Defender? Bien, d'emblée là, ou de base, Defender, c'est pas un produit comme tel. C'est comme Purview. Je ne peux pas acheter une licence Purview, là. Purview, c'est des mécanismes de protection qui existent à l'intérieur de ce centre admin-là, cet outil de protection-là ou de gestion. Ben, Defender, c'est un peu la même chose. À l'intérieur de Defender, Defender, c'est notre console de gestion de la sécurité. Tout à l'heure, Purview, c'est notre contrôle de gestion des documents ou des données. Alors, Defender, ce que ça nous permet de faire, c'est que c'est l'endroit où tous les signaux de sécurité sont recueillis et à partir de l'endroit où on gère nos solutions de sécurité. On va commencer par parler de Defender for Office 365, solution anti-spam. L'idée derrière ça, c'est que c'est une solution moderne qu'on dit ou intelligente, justement, qui nous aide à nous protéger. Mais encore là, souvent, on va parler de l'anti-spam, mais Defender for Office 365 aussi permet de nous protéger aussi à partir de nos plateformes de collaboration. Parce que cette protection-là s'étend aussi à Teams, SharePoint et OneDrive. Et on va le voir tout à l'heure, là, c'est quoi les mécanismes de protection qui existent à l'intérieur de ça. Mais on dit prévention, détection, on est à la limite aussi investigation and hunting. C'est pas nécessairement dû au fait qu'un courriel tombe en quarantaine, mais on est même capable aussi d'établir des règles, justement. Puis on parle d'awareness and training parce qu'on est capable de faire des séances de formation au niveau du phishing, mettons, pour nos usagers. Defender for Office 365 a ces possibilités-là, nous offre ces possibilités-là, justement, à l'intérieur de sa plateforme. Alors, c'est sûr, le scénario typique, là, ça va être un courriel de phishing. Qu'est-ce qui arrive? C'est que l'attaquant envoie un courriel de phishing. L'employé, hey, je t'ai partagé un document, tu pourrais aller le voir tout de suite, je veux qu'on s'en parle cet après-midi. L'employé clique sur le document, oh, ça lui demande de s'authentifier. L'employé n'en fait pas de cas, elle rentre son nom d'usager et son mot de passe, bam, son identité est compromise. Alors, à partir de ce moment-là, l'attaquant a justement l'identité de l'usager. Et comme on voyait dans la première session, on a focusé beaucoup, beaucoup sur Entra, parce que maintenant, justement, la porte d'entrée, là, notre protection, c'est plus le pare-feu, là, c'est plus le pare-feu qui protège la bâtisse ou qui protège les serveurs. Maintenant, notre identité, on fait tout dans le cloud. Notre identité cloud, là, c'est vraiment la clé d'entrée. C'est pour ça qu'il faut toujours sensibiliser les gens, enseigner aux gens justement d'avoir le réflexe de ne pas cliquer, là. Si vous doutez de quoi que ce soit à l'intérieur du courriel, regarde, effacez-le ou à la limite, appelez la personne qui vous l'a envoyé. C'est sûr que souvent, justement, l'ingénierie sociale en arrière de ça, c'est qu'on veut créer de la pression, on veut faire paniquer la personne à l'autre bout. Alors, forcément, les gens, ce qu'ils font, ben,
ils prennent pas ils n'ont pas le réflexe, ils ne prennent pas le temps de valider justement la personne qui leur a envoyé le courriel. Ils vont tout simplement suivre les instructions et ils vont obéir. Alors, qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là? Bien, comme on le mentionnait, l'identité de l'individu est compromise. Mais avec Defender for Office 365, ce qu'on fait à partir de ce moment-là, c'est qu'on a pièce jointe fiable et lien fiable. Ça, ce que ça fait, c'est que lorsqu'une pièce jointe est contenue à l'intérieur d'un courriel, Microsoft va venir regarder à l'intérieur de la pièce ou va venir faire une détonation qu'on appelle de sécurité dans un sandbox. Va venir regarder à l'intérieur de la pièce jointe. Est-ce qu'il y a des liens URL qui essaient de rediriger l'individu à des sites web tierces? Est-ce que la page web comme telle contient du code nocif? Est-ce qu'à l'intérieur du courriel, si on oublie la pièce jointe, à l'intérieur du texte dans le courriel, il pourrait aussi bien aussi avoir un lien URL? Est-ce qu'on essaie justement d'encourager la personne à cliquer là-dessus? Oui, la personne clique dessus. L'idée, c'est qu'on veut l'amener à un site web, mais est-ce que ce site web-là, justement, est réputable? Alors, à partir de ce moment-là, Microsoft va faire une vérification en temps réel, justement, il va aller déterminer si ce site web-là est vraiment réputable ou non. Et à l'intérieur de la pièce jointe, comme je mentionnais tout à l'heure, il va examiner le code de la pièce jointe. Est-ce qu'il y a quelque chose d'exécutable là-dedans? Est-ce qu'il y aurait du code actif de caché dans le document comme tel? Alors, à partir de ce moment-là, Microsoft nous offre vraiment cette protection-là. Puis, on dit toujours une protection de style Zero Day, dans le sens que on vient d'ajouter une couche supplémentaire à notre protection de courriel entrant, c'est qu'on n'est pas seulement protégé par Exchange Online Protection, la protection base qui vient avec toutes les licences de productivité 365, mais à partir de ce moment-là, avec Defender for Office 365, on vérifie en temps réel justement les pièces jointes qui rentrent, les liens URL dans les courriels qui de façon à ce que si ça serait une nouvelle menace qui n'avait pas encore été répertoriée, ben, on serait toujours tout de même en mesure de la détecter. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, l'idée derrière ça, c'est que c'est toujours du social engineering. On veut faire paniquer la personne. On veut s'assurer que la personne se conforme aux demandes que nous, on met à l'intérieur du courriel, mais on s'entend justement, l'idée derrière ça, c'est que ultimement, on veut voler l'identité, mais on veut voler l'identité souvent, pas nécessairement pour accéder, oui, à l'information, mais souvent, c'est peut-être prendre le contrôle du poste, prendre le contrôle du réseau interne, aller prendre le contrôle de serveurs aussi à l'interne. Alors, tu sais, c'est vraiment important là, comme on mentionnait avec Entra, avec le MFA, de bloquer cette porte d'entrée-là, mais c'est important aussi de penser à bloquer cette porte d'entrée-là aussi au niveau des courriels. Alors ici, on voit un petit peu là, le mécanisme que je décrivais tout à l'heure, là. La personne envoie un courriel, ça rentre chez 365. D'emblée, de base, on passe par Exchange Online Protection avec nos listes connues de sites web ou de pièces jointes connues ou de comportements connus. Mais quand on a Defender for Office 365, on a ce niveau-là additionnel. On regarde dans la pièce jointe, on fait une détonation dans un sandbox. Si c'est pas safe, on garoche à la poubelle. Si c'est safe, on la remet à l'usager. Dans le cas d'un lien fiable, ben encore là, comme je mentionnais, on vérifie en temps réel le lien et si c'est réputable, à partir de ce moment-là, ben, on donne accès au site web distant à l'usager. Regardons maintenant au niveau de l'antivirus, Microsoft Defender for Endpoint. C'est sûr qu'avec tous les postes Windows, OK, on a un antivirus, on a le Defender antivirus de Windows qui vient. Mais on s'entend que l'idée derrière ça, c'est que c'est un produit consommateur, un produit de base, si on veut. Oui, ça protège, mais encore là, jusqu'à un certain point. La problématique derrière ça, c'est que on ne sait pas
vraiment, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'antivirus? C'est qu'on n'a pas de visibilité à partir d'une console centrale à gérer l'antivirus de nos postes, à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'antivirus de nos postes. On ne sait pas aussi leur niveau de vulnérabilité, justement. On n'a pas de rapport à savoir mettons, quelle mise à jour n'a pas été faite, quelle application est vulnérable ou quelle application aurait été, mettons, déclarée dangereuse par un CVE depuis le temps où on l'a installé. On n'est pas en mesure non plus de créer des règles de réduction de surface d'attaque. On n'a pas aussi cette protection-là next-gen au niveau que on regarde vraiment au niveau du comportement à temps réel et on regarde même le comportement connexe du réseau global et des autres postes pour déterminer qu'est-ce qui se passe sur le réseau. Non plus est-ce qu'on a cette protection-là avancée du EDR, mais on n'est pas capable non plus de venir créer nos propres règles de EDR. Et on n'a pas de mécanisme justement qui préviennent ce mouvement-là latéral au niveau que quand quelqu'un rentre par un poste et décide d'aller accéder à un autre poste ou à un serveur, encore là, on n'a pas cette protection-là au niveau de notre antivirus de base. Alors, l'idée avec Defender for Endpoint, c'est que oui, ça nous donne ce niveau de sécurité-là au niveau de nos appareils, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas seulement au niveau des appareils Windows. On est capable de l'étendre à Linux, on est capable de l'étendre à macOS, et oui, on est capable de l'étendre aussi à nos appareils mobiles, que ce soit iOS ou Android. On est même capable de venir surveiller aussi qu'est-ce qui se passe sur les autres appareils sur le réseau et regarder aussi, on est capable de venir protéger justement aussi. C'est qu'encore là, souvent, on pense à l'antivirus, on pense à augmenter le niveau de protection au niveau de l'antivirus, mais souvent, on pense seulement ou toujours rien aux appareils physiques. Mais ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que nos appareils dans le cloud, là, nos machines virtuelles, que ce soit AVD, Azure Virtual Desktop, ou que ce soit une VM Windows 365, on peut choisir aussi de venir augmenter le niveau de sécurité de ce point d'accès-là, on va dire, de cet appareil-là, parce que cet appareil-là aussi a accès aux autres appareils sur le réseau à l'intérieur du VNet d'Azure ou a accès à mes données qui sont dans 365 aussi. Fait qu'il faut vraiment prendre ça en ligne de compte aussi, puis il faut vraiment y penser, là. Alors, comme je mentionnais, c'est quoi Defender for Endpoint? Ben, c'est toutes ces protections-là que je mentionnais tout à l'heure. Puis, on est même capable, justement, là, de venir se brancher à d'autres outils, on va dire, de gestion aussi, si on voudrait centraliser ailleurs. Mais on va voir ça en détail tout à l'heure. Alors, comme je mentionnais au niveau de la gestion des vulnérabilités, c'est que l'idée derrière ça, c'est que je suis capable, j'inspecte de façon constante mes machines, je fais de la découverte continue en temps réel, justement, le niveau d'exposition, le risque potentiel, justement, sur mes postes de travail, sur mes devices. Alors, l'idée derrière ça, justement, c'est que ça me donne un portrait, ça me dit, hey, telle machine, elle n'a pas eu, mettons, telle mise à jour, que ça fait un bout de temps là, que, justement, Edge n'a pas été mis à jour, ou il y aurait besoin d'une mise à jour de fait sur Chrome, sur tel poste. Et à partir de, on est même capable, justement, à partir de ces écrans-là, d'aller agir et de remédier, si on veut, à la situation directement sur l'appareil à partir du dashboard. Alors, comme on mentionnait, continue découverte, c'est que ce qu'on voulait illustrer ici par le graphique, c'est que on ne se préoccupe pas nécessairement rien du système d'exploitation, mais on commence vraiment à la base, au niveau des vulnérabilités, justement, sur le motherboard, au niveau de la quincaillerie du hardware, parce qu'il ne faut pas oublier que Defender for Endpoint, ou que ce soit Defender for Business, ou Defender for Business Server, ou Defender for Server, c'est toute la même, on va dire, la même mécanique de base, parce que on utilise déjà l'antivirus qui venait avec le système d'exploitation parce que dans les faits, ce qu'on fait, on ne vient pas activer ou installer un nouvel antivirus. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient activer, on vient contrôler le comportement de cet outil-là, de cet antivirus-là qui était déjà présent à l'intérieur
de l'appareil, on vient activer ce qu'on appelle des sondes de comportement. Et tous les signaux sont recueillis et envoyés par télémétrie justement dans notre console Defender, notre centre de gestion de sécurité Defender dans le cloud. C'est pour ça qu'on est en mesure d'avoir ce portrait de sécurité global-là. Oui, appareil par appareil, mais de l'ensemble aussi de mes appareils. Ça me permet aussi de voir tel risque existe sur tel nombre d'appareils. Mais après ça, je suis capable d'aller voir appareil par appareil et voir pourquoi ils sont vulnérables, quel risque existe sur ces appareils-là. Puis l'idée derrière ça, avec cet outil-là, c'est que ça n'affecte pas de façon négative les performances. L'outil était déjà actif, existe déjà dans le système d'exploitation. L'outil roule déjà. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient surveiller ce qui se passe. Puis à la limite, on vient contrôler le comportement de l'antivirus ou du comportement ou des actions qu'on veut permettre ou non sur le poste de travail comme tel. Alors c'est ça, le graphique aussi nous montre justement qu'on vient vraiment contrôler là, de la base justement jusqu'aux extensions, jusqu'aux applications. Cette protection-là s'étend vraiment là, de A à Z à ce moment-là sur l'appareil comme tel. Alors, tout à l'heure, je parlais justement des stratégies de réduction de surface d'attaque. C'est ça, c'est que par défaut, sur l'antivirus de base qui vient avec Windows, on n'a pas cette possibilité-là. On n'a pas ces mécanismes-là, même à la limite, ces mécanismes-là existent déjà de façon automatique, mais on est capable aussi de venir les appliquer manuellement. Alors, c'est pour ça qu'on dit System Hardening Without Disruption, justement. C'est que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est que moi, je peux dire, OK, là, je vois dernièrement, souvent, là, ce genre d'activité-là sur les postes. Puis, j'ai décidé, mettons, de l'éliminer. Mais d'emblée, j'aimerais plutôt ça l'observer, même que je vais me créer une règle manuellement, ou à la limite, il y a quelque chose que je ne vois pas qui est répertorié, mais que je soupçonne peut-être qu'il se passe pareil sur mes postes. Alors, à partir de ce moment-là, je pourrais décider de créer une règle et de ne pas activer la règle, par contre, mais de seulement la mettre en mode de audit. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? La règle va me dire, hey, cette alerte-là, plutôt en mode d'audit, va me dire, si tu appliquerais cette règle-là, là, voici de quelle façon, quel impact ça aurait sur tes postes. Ou à la limite, je peux dire, active la règle, mais n'active pas la protection de façon automatique. Envoie un avertissement ou affiche un avertissement à l'usager lui indiquant qu'il y a telle problématique, puis ça va être à l'usager à décider d'appliquer le correctif ou non. Ça, je vous dirais, ça serait plus dans un scénario de développement de solutions ou dans un scénario où on fait un projet pilote, on met en place certaines règles, ou on met en place les règles ou des nouvelles règles en place, justement, on teste avec un petit groupe limité. Parce qu'à la limite, comme on mentionnait tout à l'heure, là, je ne vous l'ai pas dit, mais même avec Defender for Office 365, je peux décider, moi, que quand un usager clique sur un lien URL, de ne pas attendre le 1 ou 2 secondes là, que la protection embarque, qui est validée en temps réel, le site web distant pour savoir si tout est conforme ou non, ou si tout est, il n'y a pas de code malsain. C'est que je pourrais même, à la limite, configurer la protection pour dire, oui, garde, si ça prend ton temps à faire la validation, là, moi, je permets à l'usager de dire, non, garde, ne fais pas la validation, amène-moi au site directement. Mais je pourrais faire la même affaire au niveau de l'antivirus et ma réduction de surface d'attaque. Je pourrais créer ma règle pour dire à l'usager, OK, garde, euh, moi, je voulais protéger contre telle affaire, là, mais garde, si tu veux tout de même continuer ton processus ou continuer à faire ce que tu es en train de faire, ben, clique OK ou clique oui, puis je te permets de continuer. Là. Fait, c'est pour ça que moi, je suis pas chaud à ce genre de comportement-là, parce que l'idée derrière ça, c'est qu'on met en place ces protections-là, puis par la suite, si on donne le potentiel ou l'option à l'usager de passer à côté de la protection, ben, est-ce qu'on a vraiment amélioré les choses là? Mais là, c'est sûr que dans un cas de projet pilote où on veut vraiment déterminer en temps réel l'impact, où je veux voir de quelle façon les gens vont se comporter aussi,
face à telle situation, ben, regarde, on serait en mesure de faire cette approche-là où on a seulement un avertissement, mais on donne toujours l'option à l'usager de continuer à faire l'action. Alors, comme on mentionnait tout à l'heure, la réduction d'attaque, c'est que l'idée derrière ça, c'est qu'il y a déjà il y a déjà une protection de base qui est activée parce que justement, Defender, à cause qu'on recueillit tous ces signaux-là de sécurité, là, c'est sûr que je parle dans un cas où on activerait Defender for Endpoint sur tous nos postes de travail. Et alors, à partir de ce moment-là, on aurait un environnement riche en signaux. On saurait qu'est-ce qui se passe. Defender sera en mesure là, d'avoir une vraie vue d'ensemble au niveau des appareils ou du côté sécurité. Alors, à partir de ce moment-là, quand on fait ça, Defender utilise justement les appareils qui ont ce niveau d'antivirus-là rehaussé et utilise l'appareil pour aller sonder le réseau, pour aller regarder le comportement de d'autres appareils qui, de un, ne font pas encore partie de Defender for Endpoint parce qu'on ne les a pas encore intégrés, on n'a pas roulé le script pour les onboarder, mais ça des autres appareils, des appareils IoT, des appareils où on n'est pas en mesure, justement, il n'existe pas de mécanisme pour on va dire, les embarquer dans Defender là, for Endpoint, mais on est tout de même capable, à travers l'appareil lui-même, de regarder le comportement sur l'appareil lui-même, parce que l'appareil va nous rapporter le fait que tel device, mettons, je ne sais pas, moi, c'est un contrôleur de porte, et il essaye de venir me parler en Java sur tel port, mais si je vois, mettons, ce comportement-là qui n'est pas normal, qui se déclare du jour au lendemain, et que cet appareil-là essaye à maintes reprises de venir parler à tel appareil ou essaye de parler à plusieurs appareils en même temps, bien là, ce que Defender va faire, va venir appliquer des règles de pare-feu sur l'appareil, va tout simplement bloquer la communication, ne le permettra pas. Alors, c'est ça l'idée derrière ça, c'est que ça se fait à travers un autre mécanisme là, qui s'appelle Inventory Discovery, là, découverte de l'inventaire, justement, c'est que il y a des mécanismes, il y a des automatismes, justement, qui existent déjà à l'intérieur, justement, pour venir améliorer cette protection-là. Là. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, l'idée derrière ça, c'est qu'on peut même, à la limite aussi, là, Attack Surface Reduction, c'est qu'on peut même venir contrôler aussi euh, des répertoires, on va dire, sur l'appareil ou quelle sorte de processus je permets sur l'appareil. Je peux, je bloque mes applications Office de venir créer des trial process. Ça veut dire un processus ne peut pas venir démarrer un autre processus, dans le sens que ça peut être un processus qui voudrait aller s'offusquer ou aller se cacher ou aller voir d'autres parties de l'appareil, mais moi, je ne le permets pas. Je suis capable de bloquer du contenu exécutable. Alors, il y a vraiment une panoplie là, de règles qu'on est capable de venir mettre en place, mais comme je vous mentionnais, il y a déjà justement cette intelligence-là, il y a déjà des protections actives de base au niveau de la réduction de la surface d'attaque. Alors, c'est ça qu'on disait, Perimeterless Network Protection, Smart Screen in the Box. Alors, l'idée derrière ça, c'est qu'on est capable de venir prévenir, de venir prévenir. C'est que, justement, si j'ai détecté cet appareil-là distant qui voulait accéder à ma machine, bien, à l'inverse, d'emblée, je vais aussi ne pas permettre à ma machine d'aller accéder à cet appareil-là distant. Parce que, tu sais, logiquement, il faudrait bloquer dans les deux sens, là. On est même capable aussi de venir faire du Web Content Filtering. C'est qu'on est capable de venir filtrer euh, selon euh, différentes catégories, on va dire, là, de sites, là, contenu adulte, style, ça c'est les block categories, mais en général aussi, il y a les réseaux sociaux, choses du genre. Alors, on est vraiment capable de venir contrôler aussi. euh, Potentiellement, justement, parce qu'on ne se le cachera pas, souvent ces sites-là, on va dire, peuvent avoir un plus haut risque, justement, là, où il y aurait peut-être du contenu qui serait nocif, ou il y aurait peut-être un lien qui mènerait vers un autre site, où il y aurait peut-être un malware.
Et à partir de Defender, justement, comme je mentionnais tout à l'heure, vu que nos signaux de sécurité sont recueillis, ben là, ici, on donne l'exemple là, que quand on regarde au niveau du rapport de Web Protection, alors à partir de ce moment-là, on voit qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'appareil, les appareils qui ont essayé d'accéder à des sites, à des URL malsains, choses du genre, Web Activity, Web Content Filtering Summary. Fait que ça, c'est vraiment notre sommaire global au niveau du contenu web quand ces protections-là, justement, là, s'enclenchent. Ici, on va parler de Next Gen. Alors, on parle toujours de Next Gen après les deux premières ici. Alors, tout à l'heure, on voyait notre gestion des vulnérabilités. Alors, ça, c'est notre portrait en temps réel. Qu'est-ce qui existe comme risque potentiel au niveau de l'appareil? J'ai des applications qui ne sont pas à jour, mon système d'exploitation n'est pas à jour, j'ai des extensions qui ont été déclarées comme étant malsaines, je devrais les radier de mon furteur, le furteur lui-même n'est pas à jour. Là, on vient de voir voyons, notre réduction de surface d'attaque. Alors, par la suite, embarque le Next-Gen. Le Next-Gen, on le met toujours par la suite parce qu'on dit justement que c'est une protection dynamique et non statique. Là, on fait la distinction justement entre statique et dynamique. Alors, on dit justement que notre protection Next-Gen est dynamique dans le sens que même si on a tout fait avec nos deux premiers niveaux de protection, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas encore un danger ou qu'il n'y aurait pas nécessairement un comportement de l'appareil qui est encore suspicieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui essaye de venir faire un scan en mémoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui essaye de se lancer au niveau du command line? À partir de ce moment-là, le Next-Gen a ce niveau d'intelligence-là et lui est capable de venir nous protéger à ce niveau-là. Parce que lui regarde en temps réel, justement, tout ce qui se passe dans l'ensemble de l'appareil, pas nécessairement à partir de règles ou de comportements qu'on aurait configurés d'avance dans ce sens-là. Alors, c'est pour ça qu'on le met toujours après les deux premiers niveaux, parce qu'on a toujours cette protection-là active, dynamique, qui, elle aussi, euh, apprend dans un sens, mais on ne se le cachera pas, c'est que plus de gens utilisent des solutions Microsoft, plus d'informations sont recueillies par Microsoft, et cette intelligence-là nous est rendue disponible parce que eux continuent d'améliorer constamment la plateforme aussi. Alors, on en bénéficie de cette protection-là, de cette intelligence-là qui continue à croître à chaque jour. Alors ici, on montre un peu là, les différences entre côté cloud, côté client. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la protection du next-gen? Quel des mécanismes à l'intérieur est enclenché à quel moment, sur quelle plateforme, là? Alors, l'idée derrière ça, justement, c'est que ça nous offre une protection complète. On va dire, on fait le tour là, de toutes les protections possibles. Alors, l'idée derrière ça, avec Defender for Endpoint, là, on parle dans un scénario de Fileless Protection, justement dans un contexte où on amènerait quelqu'un sur un site URL où il y aurait du code malsain, si on veut, là, parce que le fileless, c'est justement ça. Ce n'est pas une pièce jointe qu'on a ouvert, ce n'est pas un document qu'on s'est mis à consulter. C'est vraiment quelque chose là, qui n'est pas arrivé par un document ou par une pièce jointe. Mais souvent, justement, c'est ça, c'est par le contexte d'un lien URL. C'est quoi justement cette protection-là dynamique, cette surveillance-là dynamique? Ben, on surveille en temps réel, en tout temps, tout accès aux fichiers, tout ce qui se passe au niveau des clés de registre, tout ce qui se passe au niveau des process, tout le trafic de base HTTP et beaucoup d'autres activités, là. C'est parce que la liste est très longue, alors Microsoft on choisit ici d'abréger, là. Mais c'est ça l'idée derrière Heuristics, les heuristiques, c'est qu'on est capable justement de venir détecter des séquences d'événements où ce que un, je sais pas moi, un programme pourrait arriver sous tel format et soudainement vient se renommer. Mettons, tu sais, le fichier arrive en malware.txt, puis il se renomme en .exe, puis après ça, essaie de s'exécuter. Alors, l'idée derrière ça, c'est que
on a vraiment connaissance de ce qui se passe au niveau de l'appareil. On regarde le comportement à l'intérieur de l'appareil. Alors, c'est comme on dit, immediately stop threats before it can progress. Alors, on vient vraiment arrêter ces menaces-là, justement, avant qu'ils aient l'opportunité de venir agir ou de compromettre le poste. On va regarder maintenant le côté EDR. Il y a déjà à l'intérieur, encore là, Defender for Endpoint ou même Defender for Business là, vient avec l'EDR déjà intégré dans l'appareil. Mais même à ça, on est tout de même aussi capable de venir contrôler. On va voir tout à l'heure aussi là, d'autres règles automatiques aussi qu'on pourrait venir, où on voudrait choisir de venir enclencher aussi. Alors, c'est quoi Endpoint Detection and Response? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là. C'était cette corrélation-là d'événements, de comportements sur les différents postes. Alors ici, on voit le mot incident. Ce que Defender fait, c'est qu'il va regrouper des alertes de même nature qui arrivent sur différents postes. Il va les regrouper à l'intérieur d'incidents. C'est que l'idée derrière ça, c'est que c'est plus facile pour nous, un être humain, de gérer un incident qui est finalement un événement de même nature qui se passe sur plusieurs postes en même temps, au lieu d'être obligé de gérer des alertes individuelles à partir ou des différents comportements à partir qui arrivent en même temps, on va dire, sur différents postes. Alors, l'idée derrière ça, c'est qu'en faisant un regroupement, c'est plus simple. Alors, Investigation and Hunting over 6 months of data, c'est qu'on est à la limite, dépendamment de la version de Defender for Endpoint, là, on est en mesure justement de reculer même jusqu'à 6 mois de log pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Dans le sens que, oui, j'ai détecté un événement aujourd'hui, mais il me semble que j'avais eu ce comportement-là, un peu de genre-là, voilà un petit bout. Mais on est capable justement de venir reculer dans le temps ou on sera même capable, si on suspecte quelque chose, mais qui n'a pas encore généré d'alerte, ou on a des alertes, mais ce n'est pas assez sérieux pour que le mécanisme embarque, si on veut, ou se déclenche. Mais à partir de ce moment-là, on sera capable d'aller investiguer un petit peu plus loin. Alors, l'idée derrière ça, on parle de corrélation, justement, post-breach detection. Alors, l'idée, c'est qu'on vient toujours corréler, faire une corrélation, justement, de ces signaux de sécurité-là qu'on retrouve à l'intérieur de Defender. Comme je mentionnais, on regroupe les incidents, les alertes plutôt de la même nature à l'intérieur d'un incident. On fait même à la limite ce qu'on appelle deception techniques. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est super cool, là. Si le poste détecte un certain comportement, puis il sait là, que c'est pas normal, puis il se doute déjà de où ça va mener là, cette attaque-là. Ben, ce que l'antivirus va faire, là, ce que Defender for Endpoint va faire, il va continuer à laisser, on va dire, ce comportement-là se dérouler, juste pour recueillir plus d'informations, pour être en mesure de mieux analyser les signaux de sécurité futurs qui vont arriver dans la console, justement. C'est de cette façon-là qu'on réussit à déterminer justement si on a cette menace-là, ce risque-là ou ce comportement-là, et est-ce qu'il a des chances de se répertorier ou de se propager à l'intérieur de notre réseau, ou à la limite, ce comportement-là a déjà commencé à exister. Je vois les mêmes étapes A, B, C, D qui sont en train d'arriver sur d'autres postes. Alors, je réalise tout de suite, là, il y a quelque chose qui sort de l'anormal qui se passe dans l'ensemble de mon réseau. Et ensuite, là, je parlais des mécanismes justement qui s'enclenchent automatiques, là, Auto Investigation and Remediation ou le AIR. Puis même à la limite aussi, là, justement, ces alertes-là, il y en a déjà de configurés de base, mais il y en a d'autres qui arrive seulement quand, on va dire, en notification ou en avertissement. Mais à la limite, ce que je peux faire, je peux même venir en créer d'autres moi-même parce que je veux vraiment que lorsque ce comportement-là arrive, je ne veux pas être obligé d'être alerté, je ne veux pas être obligé d'aller voir ou d'analyser ou de penser quelques
qu'est-ce qui devrait être fait à ce moment-là. Je vais tout simplement agir d'emblée de façon automatique lorsque ce genre d'incident-là arrive à l'intérieur de l'organisation. Et ici, on voit justement, on est capable aussi avec OIR d'avoir un portrait. On est capable de voir à partir du poste comme tel, qu'est-ce qui s'est passé. On est capable d'avoir cette interprétation-là graphique de l'événement de sécurité. Ici, j'ai laissé, on va parler de Microsoft Security Experts, mais ça ne s'applique pas vraiment là, dans notre contexte, là. Ça, c'est quand quelqu'un des gros clients d'entreprise, eux, ont accès justement aux services d'experts de Microsoft, mais on s'entend que ce n'est pas gratuit et puis il y a des coûts assez élevés là, pour participer dans ce programme-là. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, au tout début, là, l'idée, c'est cette consolidation de solutions de sécurité, mais cette gestion-là aussi centralisée de sécurité. Là, c'est sûr qu'on parlait surtout de Defender for Endpoint, mais on pourrait avoir la même mentalité, la même esprit de gestion au niveau de la sécurité, justement. C'est que l'idée derrière les solutions de Microsoft de sécurité, c'est qu'on est capable de les configurer, on les retrouve à l'intérieur de nos centres admin Microsoft et on a vraiment ce portrait-là de sécurité, ce portrait d'ensemble-là, à cause que toutes les solutions sont capables de communiquer une entre l'autre. Et dans Defender, justement, on retrouve tous ces signaux de sécurité-là relatifs à chacun de ces solutions-là. Alors, c'est pour ça qu'on est en mesure d'avoir ce portrait de sécurité global-là. Et l'idée derrière ça, ben, ça permet une gestion plus facile. Alors, justement, là, on parle de Defender for Endpoint, mais comme je vous disais, pensez à Defender aussi en général. Alors, l'idée derrière ça, c'est que j'ai un portail, je rentre, je fais ma gestion de la sécurité au niveau des identités, gestion de la sécurité au niveau de la gestion de mes postes d'iTunes, gestion de la sécurité des données avec Purview, gestion de la sécurité au niveau de nos appareils, dans ceux qui ont Defender for Endpoint ou Defender for Business. Alors, à partir de ce moment-là, l'idée derrière ça, encore une fois, c'est cet aspect-là de gestion centralisée et de consolidation de solutions qui se parlent justement un entre l'autre. Là, on revient encore à Defender for Endpoint. Alors, on a vu tout à l'heure, à la limite, on est capable aussi de déployer des security baselines. On peut le faire à partir de Intune, mais on peut le faire à partir de Lighthouse aussi, si on veut. On est en mesure de déployer avec Lighthouse des baselines de sécurité dans nos tenants. Et aussi, justement, on est capable, avec de gérer tous nos appareils, que ce soit au niveau de la gestion des applications, au niveau des appareils, conformité des appareils, mais là, au niveau de l'antivirus des appareils. Alors, Rich Reporting from Defender for Endpoint, ça, j'aime ce graphique-là, c'est que justement, ça peut paraître un peu intimidant, là, mais c'est justement l'idée derrière ça, c'est que SR, Attack Surface Reduction, on voit vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de- des, on va dire, de la sécurité au niveau, tout relative aux appareils, conformité de l'appareil, devices with active malware. Fait qu'on est vraiment capable d'avoir ce portrait-là de façon globale au niveau de l'antivirus ou des signaux qui ont été recueillis et qui sont rapportés à l'intérieur de Defender. API intégration. Alors, j'ai mentionné au tout début qu'à la limite aussi, on est en mesure si on désire, alors je sais qu'il y en a qui le font, là, euh, ils ont déjà d'autres logiciels de gestion ou d'autres consoles de gestion qu'ils utilisent pour leurs clients pour des raisons X. Mais on est capable aussi de venir brancher Defender for Endpoint. Alors, tout ce qui est recueilli, on va dire, des signaux de sécurité, tout ce qui était, qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui est recueilli par ces différents, on va dire, services ou composantes de sécurité-là,
On serait capable aussi, à partir d'une source externe, de venir se connecter par API et d'extraire ces données-là et d'aller les analyser à un autre endroit si on veut. Alors, c'est sûr que c'est libre à chacun et à chacune, là, mais comme je mentionnais, je sais qu'il y a certains de nos partenaires qui le font, là, ils ont déjà d'autres outils. Ceux qui font déjà, qui ont déjà, on va dire, certaines portions de leur, de leur personnel qui sont dédiés à la sécurité, genre SOC. Il y en a qui se sont montés un SOC de sécurité, justement. Puis l'idée derrière ça, c'est qu'ils font du MDR pour leur clientèle. Alors, je sais que ça existe, mais sachez que c'est possible pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, comme je mentionnais, justement, on est capable là, par API, de toutes sortes là, de différents API, justement, de venir se brancher, aller recueillir les signaux là, qui sont recueillis par Defender à ce moment-là. Alors ici, on voit les différents produits pour lesquels il existe des connecteurs, justement, par API, des connexions par API. Encore là, comme je mentionnais, ça dépend de vos situations, de vos réalités. Ça dépend aussi de l'envergure de vos clients. Ça dépend de l'ampleur aussi de votre pratique de sécurité chez vous. Mais encore là, même à l'intérieur de Defender, on est tout de même capable justement de savoir quelles ont été les données qui ont été communiquées justement à travers les API. Tout à l'heure, on a regardé un petit peu ici, si on va regarder X-Platform, on l'a regardé un petit peu tout à l'heure dans le sens qu'on était capable de se connecter à d'autres plateformes, justement, telles que macOS plutôt. Alors, l'idée derrière ça, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est que on est capable, même à la limite, on ne se le cachera pas de base, les systèmes d'exploitation Apple ne viennent pas avec un antivirus, mais on serait capable justement de venir euh, appliquer cet antivirus-là à nos portables, nos MacBook Air, MacBook Pro, peu importe. Alors, à partir de ce moment-là, l'idée derrière ça, c'est que j'en suis sûr que vous avez des clients qui utilisent macOS, justement, que ce soit parce qu'ils sont du côté graphique ou quoi que ce soit. Mais c'est parce qu'à partir de ce moment-là, l'idée derrière ça, c'est qu'au lieu d'être obligé de continuer à utiliser une autre solution tierce et d'être obligé de gérer cette solution-là à l'intérieur d'une autre plateforme, et d'être obligé de traiter, on va dire, une autre facture d'un autre fournisseur. Alors, encore là, l'idée, c'est cette consolidation-là de solutions et d'avoir cette gestion-là centralisée, peu importe le type d'appareil que votre clientèle a. Et on est capable aussi, à la limite, aussi de le faire pour les postes Linux aussi, si on veut. Alors, l'idée derrière ça, comme je mentionnais aussi, il y a Android aussi. Tout à l'heure, on avait vu dans la slide seulement iOS, mais j'avais mentionné que c'est possible aussi de le faire par Android. Ici, on parle de Conditional Access, mais dans les faits, comme on a vu dans la première partie au niveau des accès conditionnels, peu importe l'appareil, là, tous les appareils peuvent être assujettis quand on décide là, justement de contrôler les accès ou l'autorisation à travers les accès conditionnels. C'est pas dépendant de base d'un appareil en particulier, là. Mais c'est sûr qu'à la limite, on est toujours capable de choisir à partir de nos stratégies d'accès conditionnel, justement, de permettre que certains types d'appareils accèdent seulement qu'à certaines portions de la plateforme 365, certains services. Regardons maintenant Defender for Cloud Apps, produit très intéressant, justement, qui vient fonctionner en combinaison avec Defender for Endpoint. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Defender for Cloud Apps? C'est que je suis à la mesure de venir découvrir, de contrôler et de configurer quelles applications sont utilisées, quelles applications SaaS, quelles applications sont utilisées par les usagers, on va dire, qui ont déjà la protection Defender for Endpoint. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se sert de Defender for Endpoint, justement,
pour faire cette découverte-là des applications qui sont utilisées par les usagers. Vu que l'usager accède aux applications web, aux applications SaaS, Internet à partir du poste et que l'antivirus roule et que toutes les activités de l'antivirus nous sont rapportées dans Defender, ben à partir de ce moment-là, je suis en mesure de savoir quelles applications web sont utilisées par les usagers. Si on voit l'exemple dans un cas d'emblée, une grosse organisation là, qui dit, ben regarde, ces applications-là sont sanctionnées. Ce que ça veut dire, c'est que sont approuvées. Je permets à mes usagers d'utiliser ces applications-là à partir de leur poste de travail. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'à la limite aussi, je pourrais décider de ne pas permettre certains usagers d'utiliser certaines applications parce que moi, je juge que ces applications-là sont non sanctionnées. On va voir tout à l'heure un exemple et pourquoi on pourrait décider justement de décider de ne pas sanctionner une application comme telle. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, on se sert justement du comportement de Defender for Endpoint. Vu qu'on sait qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est fait à partir du poste de travail, bien, à partir de ce moment-là, je suis justement en mesure de contrôler quelles applications je veux permettre. Ici, on met Integrate with your Secure Web Gateway. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je pourrais même aussi venir connecter mon pare-feu à Defender for Cloud Apps. Et mon pare-feu serait en mesure de venir dire à Defender for Cloud Apps quelles applications sont utilisées par mes usagers pour ceux qui sont à partir du bureau, mettons, aussi. Ou à la limite, si je ne veux pas faire une intégration on va dire live, là, je pourrais à la limite le faire de façon intermédiaire. Je pourrais prendre une copie de mes logs et les faire analyser dans Defender for Cloud Apps. Et ça me dirait justement qui utilise quelle application à partir du bureau. Ça, on s'entend que ça serait dans un cas où mes postes du bureau, mettons, n'auraient pas Defender for Endpoint. Parce qu'à part, je n'ai pas, le mécanisme de détection n'est pas activé à cause que je n'ai pas Defender for Endpoint, mais je serais tout de même capable de demander à Defender for Cloud Apps d'analyser quelles applications SaaS, quelles applications web sont utilisées par mes usagers quand ils sont au bureau. Alors ici, on voit dans Defender for Cloud Apps le dashboard de gestion. Là. On voit vraiment les catégories qui sont utilisées au niveau quelle catégorie d'applications qui sont utilisées. On voit aussi de quelle façon c'est répertorié au niveau du risque. Ici, on voit justement, tout à l'heure, on était ici dans Dashboard, là, on est dans Discovered Apps. Alors, voici ce que l'outil aurait découvert. Mais cette découverte-là, je vous le dis tout de suite, là, la liste vient déjà avec au-delà de 30 000 applications qui ont été répertoriées par Microsoft. Et là, c'est sûr que pour ceux qui n'auraient pas été répertoriés par Microsoft, mais qu'il y a où la découverte aurait été faite à cause que les usagers sont allés accéder à l'application avec leur poste qui avait Defender for Endpoint, bien, à partir de ce moment-là, cette application-là viendrait se rajouter ici à ce portrait de sécurité-là. Alors ici, on voit de façon respective avec chaque application quel est son score au niveau du risque. Et on voit justement ici une qui est dans le rouge, et l'application Brainwork. Alors ici est unsanctioned parce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici et qui a cliqué unsanctioned. Alors ce que ça fait à partir de ce moment-là, c'est que ça nous permet, à travers justement des règles qu'on avait configurées, de dire que les applications qui sont non sanctionnées, ben, quand l'usager essaie de y accéder, il ne sera pas permis d'y accéder parce que justement, Defender for Endpoint sur le poste va empêcher l'accès à l'application. Ici, par contre, on voit une application qui est sanctionnée. Alors, une application qui avait un score, on va dire, parfait au niveau de son approbation. Alors, on l'a sanctionné, on l'a approuvé. Ici, moi, je dis oui, je permets aux usagers d'utiliser cette application-là. Puis ici, on voit justement
au niveau des différentes catégories, quel est son score. Alors ça, c'est justement les indices de mesure que Microsoft utilise pour décider du score d'une application pour justement nous aider à venir interpréter ce score-là, mais être capable d'être en mesure de décider si on désire ou non de permettre l'accès à l'application pour les usagers. Ça ici, c'est le même exemple, mais cette fois-ci avec une application qui avait seulement un score de 3 sur 10, qui était notre application tout à l'heure qui était non sanctionnée. Alors ici, on voit que l'application ne supporte pas le MFA, ne supporte pas le SAML, a des security headers doutables à partir de ce moment-là. Fait que, tu sais, déjà là, ne fait pas, ne rencontre le site web à l'autre bout ne rencontre aucunement ces niveaux de conformité-là ISO. Alors, à partir de ce moment-là, le verdict de Microsoft, ben, c'est un verdict de 3 sur 10, mais regarde, c'est toujours libre à nous de décider si on permet l'accès ou non à cette application-là pour les usagers. Regardons maintenant Defender for Identity. Defender for Identity, ce que ça permet de nous faire, justement, là, c'est cette détection-là et réponse en vertu qu'on dit ici d'un landscape moderne, on va dire d'un paysage moderne au niveau de l'identité. Et ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'on sait maintenant que nos identités, pour ceux qui ont encore des réseaux locaux avec des contrôleurs de domaine local, c'est qu'on sait que ce réseau-là, oui, il est local, mais bien souvent, justement, on va aller synchroniser ces identités-là dans le cloud. Mais les identités, on les protège, on les surveille dans le cloud avec Entra, mais les identités qui sont locales, on ne les surveille pas plus, là. Il n'y a pas personne, là, en tout cas, ça me surprendrait beaucoup, là, qu'il y a quelqu'un qui a le temps là, d'aller voir le témoin d'événement chaque jour, puis de répertorier qui s'est logué sur quel poste ou quel poste accède à tel serveur ou quel usager s'est logué 3 fois à l'intérieur d'une heure sur 3 postes différents et quel poste a essayé d'accéder tel et tel serveur à répétition à l'intérieur d'une heure. Fait c'est ce genre de comportement-là, justement, sur le réseau local qu'on est en mesure de venir détecter, puis qu'on est en mesure de venir activer cette protection-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient installer une application, un connecteur sur les serveurs locaux. Et à partir de ce moment-là, eux communiquent avec Entra dans le cloud. Et à partir, justement, l'idée derrière ça, c'est que c'est notre protection étendue ou XDR. Puis encore là, comme je mentionnais plus tôt dans la présentation, Defender, ce n'est pas un produit en lui-même. Puis encore là, Defender XDR, ce n'est pas un produit en lui-même. Ce n'est pas une licence qu'on peut acheter. C'est un concept de protection étendue. Alors, on dit extended dans le fait que à cause qu'on utilise plusieurs solutions Defender. Alors, Defender, tous ces signaux de sécurité-là provenant de toutes ces solutions-là, Defender, sont regroupés justement à l'intérieur de Defender ou Defender XDR dans ce cas-là qu'on dit. Alors, l'idée derrière ça, comme je mentionnais, c'est que on vient activer ces sondes-là, les sensors, et à partir de ce moment-là, tous les comportements relatifs reliés à l'identité d'un usager. Un usager essaye d'accéder à un partage. Un usager s'est logué sur un appareil. À partir de tel appareil, il a essayé de se connecter à tel autre appareil ou tel autre serveur. Alors, à partir de ce moment-là, on recueille ces données-là et on vient ici faire l'analyse dans le cloud, dans Defender. Alors, comme je mentionnais au tout début, l'idée derrière ça, c'est qu'on veut faire cette consolidation-là, de solutions ou cette gestion centralisée des solutions de sécurité. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a une solution pour chacune de ces activités-là ici. Et qu'est-ce qui arrive justement? C'est qu'on se retrouve avec beaucoup de solutions à gérer, beaucoup de solutions à configurer, beaucoup de solutions, là, il faut former le personnel, beaucoup de solutions qu'il faut acheter de façon séparée. Et souvent, ces solutions-là, justement, ne peuvent pas s'intégrer. Ce n'est pas possible de les intégrer. Alors, devient là, ça augmente ce niveau de complexité-là au niveau de la gestion
de toutes nos applications de sécurité. C'est sûr, ici, ça parle de Business Premium, mais Business Premium, dans les faits, et, et- et oui, est le SKU de base pour les clients à SMB. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a parlé de solutions de sécurité qui vont au-delà là, de Business Premium dans certains cas, mais c'est sûr qu'à la limite, justement, on veut, euh, on veut vraiment sensibiliser les gens au niveau de la sécurité. Puis c'est sûr que le minimum qu'on préconise tout le temps chez TechCloud, c'est vraiment penser à investir Business Premium pour vos clients, justement, ou d'assigner des licences Business Premium à vos clients. Ici, on voit justement de façon répertoriée le prix de toutes des solutions individuelles qui seraient nécessaires d'avoir dans son portefeuille justement pour gérer l'ensemble de la sécurité pour un client versus le prix de Business Premium. Là, ce que je voudrais vous montrer, par contre, c'est nouveau depuis une couple de semaines. E5 Sécurité. Alors, E5 Sécurité, c'est quoi? C'est une nouvelle, c'est une licence, c'est un complément qu'on est en mesure maintenant d'ajouter à Business Premium. Je vous ai mis un lien dans le chat que vous pourrez consulter, où il y a un petit peu plus d'informations ou un peu plus de graphiques, ou bien les mêmes graphiques que je vous montre là. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'avec E5 Sécurité, qu'on est capable maintenant d'ajouter comme complément à Business Premium, l'idée derrière ça, c'est qu'on est vraiment capable de venir augmenter le niveau de sécurité mais sans nécessairement être obligé de penser à appliquer ou d'acheter des licences Microsoft 365 E5 pour notre client. Alors, qu'est-ce qui est à l'intérieur de E5 Sécurité? Alors, on se retrouve avec Microsoft Entra ID Plan 2, qui est déjà une amélioration qui nous permet justement, comme on a vu dans la première partie, d'utiliser des accès conditionnels basés sur le risque, justement. On a Defender for Identity qu'on a vu tout à l'heure, justement, pour venir faire une surveillance de nos identités on-prem, de qu'est-ce qui se passe avec les identités on-prem. À la limite, justement, pour voir le comportement de ces identités-là. Parce que c'est ça l'idée, là. Il ne faut pas penser que à cause que l'identité d'un user 365 a été compromis, que nécessairement cette identité-là va être utilisée dans le cloud pour accéder au service 365. Il n'est pas dit que lorsque l'identité est compromise, a été compromis, plutôt ça ne s'est pas fait à partir du poste de l'usager et que maintenant, cette même identité-là pourrait être utilisée à partir de l'usager à l'intérieur du réseau local pour aller, investiguer à l'intérieur du réseau local, pour aller voir quelle autre faille seraient ouvertes à l'intérieur du réseau local. Alors, Defender for Identity, justement, nous donne cette vue-là d'ensemble, cette analyse-là à partir de Entra. Alors, E5 Sécurité vient avec Defender for Endpoint Plan 2 aussi, vient avec Defender for Office 365 Plan 2. Alors, l'idée derrière ça, c'est que Plan 2, ici, Defender for Endpoint, ben, ça nous donne notre threat hunting avec notre 6 mois de log. Encore là, ça donne d'autres fonctionnalités additionnelles à Defender for Endpoint Plan 1 ou même Defender for Business. Et Defender for Office 365 Plan 2. Alors ça vient s'ajouter à Defender for Office 365 Plan 1 qui venait avec Business Premium. Et là, avec Plan 2, on est capable de faire justement ces formations-là au niveau du phishing pour la part de nos usagers, entre autres. Mais il y a d'autres aspects où ça vient améliorer aussi la protection. Là. Et puis, ça nous donne ce Defender for Cloud Apps là, que je vous mentionnais tout à l'heure. Alors, Defender for Cloud Apps, à ce moment-là, c'est notre visibilité au niveau des applications SaaS. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, vu qu'on sait qu'est-ce qui se passe au niveau du comportement relatif à l'antivirus, ben, on se sert, si on veut, de la lentille que l'antivirus est capable de nous fournir pour savoir qui accède à quelle application. Alors, encore une fois, on fait le comparatif de ces licences-là pour regarder le prix, qu'est-ce que ça coûte. Ça, c'est les prix américains, malheureusement, c'est la mauvaise slide. Mais sur le lien que je vous ai donné
Dans le chat, là, vous allez voir les bons prix, par contre, là, mais c'est ça, ça vous donne le comparatif, mais peu importe là, que les prix ne soient pas les bons, de façon relative, on comprend tout de suite qu'il y a une économie à choisir sécurité au lieu que de se prévaloir des licences individuelles à la pièce. Alors ici, encore là, on voit un autre breakdown un petit peu là, de qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur de E5 Sécurité. Alors ici, la proposition de valeur, c'est justement ça. C'est que l'idée derrière ça, c'est que non seulement on a déjà un bon niveau de sécurité avec Business Premium, on vient ajouter des couches de sécurité, des composantes de sécurité à notre Business Premium avec E5 Sécurité, justement pour venir élever notre posture de sécurité. Ici, je vous ai mis aussi d'autres scénarios d'expansion. Alors, c'est possible d'appliquer E5 Sécurité aussi sur ces licences-là aussi, le E5 365 E3, mais il faut avoir aussi EMS E3 aussi d'ajouter à cette licence-là avant d'ajouter E5 Sécurité pour que les composantes soient fonctionnelles. Par contre, on peut ajouter E5 Sécurité directement à une licence M365E3. Ici, on voit vraiment là, le tableau comparatif, là. Et oui, on avait déjà beaucoup de fonctionnalités de sécurité avec Business Premium, mais là, on voit vraiment qu'on est capable de venir combler le portrait sécurité au niveau de Business Premium quand on ajoute E5 Sécurité. Alors oui, les promos, on a encore des promos actives présentement en ce moment. Alors c'est sûr que la promo Business Premium achève. On est presque le 1er avril. Alors pour ceux qui n'auraient pas passé encore de clients à Business Premium, les clients nouveaux, ceux qui n'ont jamais eu de Business Premium, alors oui, Business Premium, on est capable de l'avoir à 15 d'économie. On a encore nos promos M365, E3 et E5 jusqu'au 30 juin. On a maintenant aussi E5 Compliance qu'on peut ajouter aux licences E3 et à 50 de rabais, mais il faut avoir le même nombre de sièges copilotes égal aussi, là, c'est le prérequis. Alors, on mentionnait tout à l'heure E5 Sécurité est maintenant disponible comme complément à Microsoft 365 Business Premium. Et on a encore la promo copilote qui finit le 1er avril les, les IUR, les Visual User Rights, sur les droits d'utilisation individuelle pour les partenaires qui se qualifient au niveau des programmes de Microsoft. Alors oui, notre chaîne est sur YouTube, plutôt IT Cloud a une chaîne YouTube, et la séance d'aujourd'hui, la séance 2 du programme Sécurité Excellence, va être distribuée et disponible sur notre chaîne YouTube. Et oui, la séance numéro 1, elle, est déjà disponible par contre. Et alors, on vous demanderait aussi, si vous allez sur YouTube pour aller visionner ces vidéos-là, s'il vous plaît, likez et partagez nos webinaires avec vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Et pour ceux qui seraient intéressés à poursuivre une discussion de sécurité. Je sais qu'aujourd'hui, on a couvert beaucoup, beaucoup de sujets, on a vu beaucoup de contenu. Je vous l'avoue, je l'admets, mais ceux qui voudraient poursuivre, regardez les différentes composantes qui ont été vues aujourd'hui et ceux aussi qui ont été vus dans la séance 1. Alors, utilisez le lien de booking de l'équipe spécialiste prévente technique chez IT Cloud et choisissez le service sécurité. Et à ce moment-là, ça va booker un appointement avec moi. Et alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir une date et un moment qui vous convient. Et à partir de ce moment-là, on pourra discuter de sécurité ensemble. Et on pourra continuer la discussion qu'on a justement engagée, entamée à travers ces 2 sessions-là. Comme d'habitude, on vous demanderait, s'il vous plaît, de procéder à l'évaluation de ce programme-là, Excellence, de ces 2 sessions-là. Notre but, là, c'est qu'on veut savoir si l'information qui vous a été transmise vous a été utile. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Ça vous permet aussi de fournir des commentaires qui n'auraient pas été partagés pendant la présentation. Et surtout, s'il vous plaît, aidez-nous à savoir comment on peut s'améliorer dans le futur, parce qu'on veut toujours vous livrer le meilleur contenu. On veut essayer de s'améliorer justement à travers le temps. Alors, sur ce, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant.
dans le chat. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait des questions? Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vous être joint à nous aujourd'hui. Oui, j'avoue que c'est beaucoup de stock, là. C'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à vous mentionner aujourd'hui, là. Mais c'est ça, c'est qu'on voulait vraiment vous exposer à qu'est-ce qui est possible d'être fait avec les solutions de sécurité disponibles chez Microsoft. L'idée derrière ça, c'est de toujours améliorer la posture de sécurité, d'améliorer le portrait sécurité des clients, justement, abaisser le niveau de risque des clients. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup de vous être joint à moi aujourd'hui et on se revoit à la prochaine.